Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. L'alcoolisme, une maladie dévastatrice qui fait 120 morts par jour, mais surtout cette découverte faite par Olivier Amezen, le baclofène qui pourrait être le traitement pour stopper les addictions graves comme l'alcoolisme. Le baclofène connu pour être un traitement banal du torticolis. Nous en parlerons tout à l'heure avec lui. Nous serons en ligne aussi dans cette émission avec un patient qui s'est libéré de sa dépendance à l'alcool grâce à ce nouveau traitement, grâce à cette découverte. Vos appels sur ce sujet au 01 42 17 10 11. Bonjour Olivier Amezen, on vous entend très bien. Allô? Oui, voilà. Très bien. Allô, donc mais il est avec nous, hein. Il dit allô, mais on est en studio, on est en direct avec vous. Vous pouvez bien sûr nous appeler au 01 42 17 10 11. Olivier Amezen, on vous connaît sur RCJ, on vous connaît beaucoup partout, même à travers le monde, parce que vous avez inventé, en tout cas découvert, ce traitement qui pourrait définitivement vaincre l'alcoolisme, qui, comme je le disais tout à l'heure, fait 120 morts par jour. Oui, Karine, merci de me recevoir. C'est la 3e fois d'ailleurs. Oui, toujours avec depuis plaisir 2008. Oui, exactement. Et je suis professeur de médecine, professeur de cardiologie à l'Université de l'État de New York et j'exerce également à Paris. Quand vous mentionnez l'alcoolisme, c'est toutes les dépendances, que ce soit je traite des patients pour le tabac. Ça marche. Encore une fois, c'est opérateur dépendant. J'ai traité en quelques jours une patiente qui était fortement dépendante de la nicotine, mais ça marche également pour la cocaïne, pour le cannabis. C'est le même mécanisme en fait, finalement. Le mécanisme de l'addiction, quel que soit finalement le fait qu'on soit fumeur ou dépendant à l'alcool ou dépendant à d'autres substances. Oui, ou boulimique. Les kilos en trop, cette espèce de binge eating que l'on voit fréquemment, ces achats compulsifs, c'est exactement la même chose. C'est la dopamine, c'est le circuit de la récompense. Ouais. Donc c'est l'absence d'obtention de la satiété. C'est-à-dire qu'une boulimique ne sera pas satisfaite après un repas, il lui en faudra 5. Un alcoolique après un verre, il lui en faudra 10. Et le baclofène, non pas comme il est prescrit et mal prescrit depuis maintenant 20 ans déjà en addictologie, mais de la façon dont je l'ai découvert, permet de réguler et de normaliser, c'est-à-dire de prendre quelqu'un qui est donc abstinent et de le rendre complètement indifférent. C'est-à-dire que moi, je peux entrer sans faire attention. Alors vous dites moi parce que justement, ça vous est arrivé, vous avez été dépendant à l'alcool pendant un certain nombre d'années, alors que vous n'étiez pas du tout alcoolique au départ. Il s'est trouvé qu'un verre, puis un verre, puis un verre, parce que des circonstances ont fait que vous étiez professeur de cardiologie, donc comme vous le dites, dans l'État de New York. Vous aviez comme une vie mondaine, mais aussi une vie professionnelle très importante, une reconnaissance, et vous êtes quand même tombé dans cet alcoolisme. Et finalement, vous avez d'abord commencé par sauver votre propre peau. Exactement. Je dirais que c'est rien de très banal parce que on estime maintenant en Angleterre, en Belgique, partout, en France, on ne fait pas de statistiques, qu'à l'âge de 50 ans, un médecin pratiquement sur 2 est dans cette dépendance. Ce qui est assez unique, c'est que si on regarde aujourd'hui dans le monde, on dirait qu'il y a un médecin qui a dit « Je m'appelle Olivier Amezen, je suis alcoolique ou je suis dépendant ». Vous avez osé le dire, c'est ça que vous voulez dire? J'ai osé le dire au risque de perdre tout. En fait, je n'ai rien perdu parce qu'au contraire, j'ai été promu, j'ai la reconnaissance internationale dans les revues comme The Guardian, comme Science, etc., etc. Alors, ce que j'ai fait, j'ai d'abord publié ceci, j'ai voulu sauver d'autres en trouvant cette façon, en passant de l'animal à l'homme et en utilisant le baclofène, qui est un médicament complètement anodin, connu des neurologues de la côte, enfin essentiellement new-yorkais aux États-Unis. Qu'on utilise aussi, comme je le disais, contre le torticolis. C'est un médicament anodin, effectivement. Voilà, pas tellement en France parce que les Français connaissent mal ce médicament, mais c'est essentiellement les New-Yorkais à Columbia, dans certaines universités, j'ai eu la chance de les connaître. Donc pour eux, c'est moins dangereux, bien entendu, que l'aspirine ou que le doliprane. C'est un médicament totalement anodin, pas un mort en 50 ans. On l'utilise pour des troubles bénins à haute dose, pour, comme vous dites, des torticolis. Il n'y a pas un cas de problème irréversible ou quoi que ce soit. C'est-à-dire l'aspirine, on compte les morts tous les jours. Pour le baclofène, on n'a toujours pas. On ne va pas affoler tout le monde non plus. Pardon? On ne va pas affoler tout le monde non plus. Mais il y a tous les jours des œdèmes de Kuhn, etc. Il n'y a jamais en fait de risque zéro avec un médicament. Non, pour l'instant, on attend toujours le premier cas. Et j'espère, il est normal qu'il y ait un mort un jour, mais pour l'instant, on ne l'a toujours pas. Et on n'a toujours pas une complication irréversible. On croise les doigts, comme dirait l'autre. Oui, quelques commentaires, vous le disiez tout à l'heure, vous
nous avez cité le Guardian qui parle justement de votre découverte médicale la plus importante du siècle. Est-ce que vous en avez conscience, vous, docteur Amezen ? Tout à fait, parce que vu le nombre de patients recensés maintenant, ne serait-ce qu'en France, le Nouvel Obs, qui a fait un article de qualité assez moyenne, après moi j'ai fait un article dans le Plus de l'Obs, mais déjà en France, ils avaient dénombré 1500 patients guéris. Et ça, c'est ceux que l'on voit. C'est-à-dire qu'il y a ceux que l'on ne voit pas. Donc 1500. Donc depuis que le livre, le dernier verre est sorti, j'avais d'abord mes articles en médicaux. 2008, donc. Alors d'abord, j'ai sorti ma découverte sous forme d'articles médicaux en 2004. J'ai demandé immédiatement des essais cliniques. Là, il y a eu faute grave. Aux États-Unis ? Non, en France, partout. Dans le monde entier, une revue médicale. Et la faute ici a été grave, c'est-à-dire que les médecins, non seulement se sont opposés, comme je le raconte dans mon livre, mais ont bloqué tous ces essais cliniques. Et maintenant, on arrive à dire, tiens, c'est curieux, il n'y a pas d'essais cliniques, un peu comme si c'était à vous, Karen, ou à je sais pas moi, ou au boucher ou au vétérinaire de l'avoir faite. Ils n'ont pas fait leur travail, ils ont laissé donc des gens, puisque c'est une maladie où il n'y a pas de traitement, ils les laissent mourir, et après ils disent, je ne peux pas prescrire cela, parce qu'il n'y a pas... Alors c'est là en fait où on peut en venir en fait avec vous, docteur Amezen, c'est que finalement cette découverte qui est quand même, comme je le disais, assez révolutionnaire, en même temps vous sentez qu'il n'y a pas l'écoute que vous attendez finalement. Alors il y a deux types d'écoute. Il y a ce que j'ai fait, c'est-à-dire passer par Lancet, passer par JAMA, passer par les plus grandes Lancet, JAMA, qui sont des revues scientifiques de référence. Oui, où je pensais que les choses se feraient. Mais finalement, elles ne se sont pas faites. Et c'est là que je me suis dit, quand j'ai vu les blocages, en particulier en France, à Paris, j'ai vu qu'on empêchait les essais de se faire et que donc les gens ne voulaient pas que le baclofen se sache. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient d'autres médicaments lucratifs, etc. Donc, j'ai compris que ça ne se ferait pas. Et là, je me suis dit, il faut aller plus vite. Il faut sortir un livre pour que les patients le sachent, pour que les médecins les sachent. Et là, ça a pris comme une traînée de poudre de façon exponentielle, ce qui fait que maintenant, on a des dizaines de milliers de gens guéris et que finalement, on a des agences. D'ailleurs, en France, on a la seule agence du médicament et j'en appelle au président de la République pour qu'il mette de l'ordre dans ça parce que c'est pas très joli d'avoir en France une agence qui laisse mourir des gens alors que toutes les autres agences, que ce soit au Togo, aux États-Unis, partout, ne disent absolument rien. L'agence française du médicament met des bâtons dans les roues et là, je crois que c'est le rôle de l'État et du président de dire assez, ne laissez pas mourir les gens. Il faut intervenir. C'est l'appel donc du docteur Amezen au gouvernement aujourd'hui sur RCJ. On va se retrouver avec vous, docteur Olivier Amezen, dans un instant, juste après la pub. Vous pouvez bien sûr nous appeler au 01 42 17 10 11. On va également avoir dans un instant un patient qui a été guéri avec le baclofen. Pascal Graham, oui. Et je suis en compagnie aujourd'hui du professeur Olivier Amezen, cardiologue, mais aussi découvreur du traitement contre l'addiction, toutes les sortes d'addictions. Au départ, c'était celle de l'alcoolisme, et puis finalement, on s'aperçoit que le système de l'addiction est un phénomène à part entière. Vous décrivez d'ailleurs ce phénomène du craving. On pourrait en dire un mot, parce qu'en fait, c'est ce qui est au centre de toutes ces addictions finalement. Oui, dès mon premier article publié en 2004, je disais substance dependence, je ne disais pas du tout alcohol dependence et j'expliquais que c'était pour la nicotine, pour le cannabis, pour la cocaïne, pour l'amphétamine, pour à peu près tout et pour les boulimies, les fringales alimentaires, les binge eating, etc., les shopping compulsifs, c'est exactement la même mélodie. Et ce craving est extrêmement difficile à comprendre pour quelqu'un qui ne l'a pas. Ainsi, quand j'ai écrit mon livre, je n'arrivais pas à le décrire. Pourquoi ? Parce que je ne l'avais plus. Il était complètement supprimé. Ce qui fait que j'étais obligé de baisser ma dose de baclofen pour ressentir le craving. Et pour pouvoir le décrire. Voilà. Et cette fois, je n'avais aucune peur, puisque sous baclofen, je n'ai aucun risque de rechuter. Je ne peux pas rechuter. D'ailleurs, personne qui aime bien traiter ne peut rechuter. Et donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes totalement indifférent, parce que c'était ça le mot. Complètement indifférent. C'est-à-dire ce que sont les patients qui sont bien traités, c'est-à-dire les gens qui traitent mal. Ils les rendent abstinents. Abstinence, c'est une forme de torture, c'est ce que j'ai dit à l'université de Zurich, et demander aux gens d'être abstinents, c'est un peu comme leur dire il est mal à la tête, alors que c'est en permanence. Et énormément de médecins ne font pas cette distinction, ce qui est une forme de psychopathologie ou de cruauté, c'est-à-dire dire à quelqu'un soyez abstinent et souffrez, alors que l'abstinence entraîne la rechute. Et la rechute entraîne la mort, c'est-à-dire que toute personne qui rechute à l'alcool, par exemple, ou au cannabis, comme on l'a vu, va prendre sa voiture,
va se tuer et va tuer 5 personnes avec. Donc dire à quelqu'un, je vais vous donner des médicaments pour vous rendre abstinent, est quelque chose de totalement insuffisant et de criminel. Il faut traiter les gens complètement. On ne peut pas traiter un cancer en disant on va enlever la moitié de la tumeur. Alors nous sommes justement en ligne avec Pascal Gram. Il est en Belgique. Bonjour Pascal Gram. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Alors vous étiez un ancien addict à différentes substances, notamment à l'alcool, mais à d'autres, à la codéine, me dit-on. Et un jour, vous avez lu le livre du professeur Olivier Amezen et vous vous êtes auto-guéri finalement, grâce à ce livre. C'est-à-dire que d'abord, j'ai cherché après le baclofène. On ne l'a pas comme ça. Il faut une ordonnance. C'est ça. Donc vous êtes allé voir votre médecin généraliste ? Oui, qui lui ne connaissait pas et m'a gentiment redemandé, mais pourquoi prends-tu tout ça ? Moi, je voulais pas savoir pourquoi je les prenais, je voulais savoir comment ne plus les prendre. Voilà. Ouais. Et donc ça veut dire, vous voulez dire par là qu'en fait, les médecins sont pas tellement à même de comprendre cette addictologie. Déjà, le fait de poser cette question pour vous, ça vous semblait en dehors de votre histoire déjà ? C'est un manque total de respect envers le patient. On pose une question, on nous répond par une autre qui n'a aucun sens. Pour moi, c'est un manque total de respect vis-à-vis de la personne. Et quelle a été la réaction de votre médecin quand vous lui avez apporté ce livre en disant, voilà, j'ai peut-être trouvé la solution à mon mal, peut-être que je vais pouvoir m'en sortir grâce à ce baclofène. Quelle a été sa première réaction ? C'est-à-dire que sa première réaction, il a pris une notice. Je suis retourné chez lui guéri. Ah. Et parce qu'un autre médecin a bien voulu me le prescrire. D'accord. Et là, il croyait pas. Il me dit, mais c'est quoi cette histoire ? On ne nous met pas au courant. Oui. On ne nous met pas au courant de ça. Je dis, voilà, je ne sais pas, moi. Toujours est-il que maintenant, je suis entièrement guéri. Il était surpris, en fait, justement. Ah oui, bien plus que surpris. Oui. Est-ce qu'il était surpris ou est-ce qu'il avait des doutes ? Des doutes, non, pas vraiment. Il connaissait très très mal le traitement parce que lui, il a repris la relève, il m'a continué à me prescrire le baclofène, mais il est arrivé un moment où il voulait que je le descende et l'arrêter. Oui. Sous couvert qu'on ne prenait pas des médicaments toute sa vie. Oui. Il y a des traitements qui sont à vie. Alors qu'on traite le diabète à vie ou c'est ce que vous expliquez, professeur Olivier Amezen. Pascal, alors que la codéine, tu la prenais à vie, l'alcool, tu te prenais à vie, tout les trucs, etc. En parallèle, je prenais aussi des antidépresseurs à haute dose, des anxiolytiques à haute dose, des psychotropes. On m'a tout mis. Quand je dis tout, c'est tout. Je pense que j'étais un cobaye ou quelque chose comme ça. Quand vous avez lu la première fois ce livre du professeur Amezen, Le Dernier Vers, paru chez De Noël, quelle a été votre première réaction ? Ma première réaction fut que, voilà, quelqu'un qui au moins, c'est ça, quoi. C'est moi. Vous êtes reconnu dans ce livre. Voilà. Enfin, on a parlé de vous finalement dans un livre sur l'addictologie et l'alcoolisme. Oui, la dictologie, c'est un bien grand mot. On parle d'addiction, mais l'addiction, je ne sais pas si le professeur Olivier Amezen vous a dit. En fait, on est malade bien avant l'addiction. Oui. C'est une maladie qui est silencieuse au départ et qui un jour se réveille lorsqu'on prend ce fameux premier verre, peut-être. Oui, l'addiction, c'est le traitement. Le produit, c'est le traitement de la dysphorie, de la maladie. C'est le médicament, c'est le traitement. Exactement. Qui est mauvais parce qu'il a beaucoup d'effets secondaires. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on est addict, on ne peut plus, c'est sens unique, on ne peut plus s'en sortir. C'est comme d'un besoin, comme de manger et boire. Exactement. C'est une deuxième peau. Le fait d'avoir fait ce traitement, vous êtes allé progressivement avec le baclofène parce qu'en fait, il est dose dépendant. Comme vous l'expliquez dans votre livre, professeur Amezen, vous aussi, vous avez fait votre propre expérience. Au départ, vous racontez très bien que vous avez commencé à prendre un certain nombre de milligrammes, puis plus, et pour arriver à une dose. Vous aussi, vous avez fait ça progressivement, Pascal Gram ? Moi, je l'ai fait assez rapidement parce que j'étais en danger de mort, tous les jours. C'est-à-dire, vous pouvez... Je prenais entre 4 et 6 fois la dose mortelle de paracétamol. Pour la codéine.
Parce qu'en fait, donc c'est à peu près entre 80 et 70 comprimés de style d'afaldancodéine, quoi. Oui. Et donc là, c'était vraiment, vous étiez en grave danger. Ah oui, tout à fait. Donc je suis monté à plus de 250 mg de baclofène en 15 jours. Oui. Et du jour au lendemain? Du jour au lendemain. Et quelle a été la réaction de votre corps, de votre cerveau par rapport à ça? Je ne pensais plus à tout ça. C'est-à-dire qu'avant le baclofène, quand on n'avait pas le produit, on ne pense qu'à ça. On ne peut pas humainement faire autre chose que de penser à ça. Mm-hmm. C'est tout le temps là. On ne peut pas faire autre chose. Faire quelque chose de physique, c'est humainement pas possible. Et aujourd'hui, depuis que vous êtes guéri de cette, vous êtes maintenant finalement indifférent, indépendant de cette codéine que vous preniez à haute dose tous les jours, vous sentez comment physiquement? Moi j'avais la boulimie aussi, j'ai perdu 75 kilos. Ah oui. Donc je me sens vivre, quoi. C'est même pas revivre, parce que comme je vous ai dit avant, la maladie est présente bien avant. Et le baclofène, lui, ne se limite pas à supprimer le craving, c'est-à-dire à éradiquer l'addiction. Il soigne la maladie qui a créé cette addiction, qui est la dysphorie. C'est bien écrit dans le livre du professeur Olivier Amezen. Mm-hmm. Et c'est bien pour ça que les gens commencent à boire et que c'est à boire ou à se droguer, si vous voulez. Et ce produit est révélateur pour eux. Ils se sentent eux-mêmes, tout comme je l'ai été, et comme toute personne addicte qui devient addicte l'est, quoi. Mm-hmm. En conclusion, Pascal Gram, merci en tout cas de nous témoigner votre vie, puis j'ai envie de dire cette happy end quelque part dans votre vie. Qu'est-ce que vous aimeriez dire au professeur Olivier Amezen? Merci, parce que sans lui, je ne serais plus de ce monde. Mm-hmm. C'est juste une petite anecdote. J'ai eu un fils juste un mois après que j'étais guéri. Donc j'ai été guéri le 24 mars 2010 et le 12 avril 2010, mon deuxième fils naissait. Il est resté, si vous voulez, il a eu un grave problème aux intestins, ce qui veut dire qu'il a quand même subi 12 heures d'opération le 21 mai 2010 pour lui faire une stomie, c'est-à-dire un anus artificiel. Il est resté à peu près 16 jours entre la vie et la mort. Pendant ces 16 jours-là, on s'en est suivi 4 mois à l'hôpital. Pendant ces 16 jours-là, jamais, au grand jamais, je n'ai pensé à consommer quoi que ce soit. C'est pourtant une situation très stressante. Une situation où vous étiez dans le stress et vous avez réussi à... Je n'ai pas réussi. C'est tout simplement parce que le traitement était bien administré et que le baclofène, je le prenais correctement avec les conseils du professeur Olivier Amezen, ou sinon quelqu'un de guéri, c'est quelqu'un qui est guéri. Oui. Il peut lui arriver quoi que ce soit dans la vie, ce n'est pas pour ça qu'il va se jeter sur le premier verre ou sur la première substance à laquelle il était addict. Merci beaucoup, merci infiniment pour votre témoignage, Pascal Gram. Merci de nous avoir appelé, en tout cas depuis la Belgique, puisqu'en fait, finalement, ce traitement fait le tour du monde et c'est très bien comme ça. Merci, merci beaucoup à vous. On va prendre quelqu'un d'autre en ligne et bonne continuation. Encore merci au professeur Olivier Amezen, en tout cas. Je te remercie, Pascal. Tu fais beaucoup toi-même. Au revoir. Au revoir. Alors, nous avons quelqu'un d'autre en ligne pour le professeur Olivier Amezen. Bonjour, on vous écoute. Et bonjour, monsieur le professeur. Moi, j'ai un fils et j'ai un mari qui fume énormément. Oui. Voilà, et c'est un vrai problème parce que mon mari, déjà, il a eu 3 stents. Et en plus, il prend les cafés, là, les fameuses dosettes, 4-5 par jour, ce qui est énorme. Et voilà, et je veux savoir qu'est-ce qu'on peut lui proposer, qu'est-ce que je voudrais connaître votre livre, le nom exactement de votre livre. Ça s'appelle Le Dernier Verre, paru Attendez, ça s'appelle Le Dernier Verre. Dernier Verre, de qui? Olivier Amezen,
aux éditions de Noël. Je vous remercie beaucoup pour votre appel. Et puis, bien sûr, vous allez pouvoir consulter également sur les sites. Vous avez un site, d'ailleurs, professeur Olivier Amezen, où tout est dit, finalement. Beaucoup de témoignages également sur ce site. Oui. On peut le rappeler. C'est www.olivieramesen en un mot.fr. Mais malheureusement, pour ce qui est du tabac, je dois dire qu'il n'y a pas en France de médecins qui connaissent. Moi, j'ai traité une jeune femme il y a une dizaine de jours, qui a 27 ans, qui a une dépendance extrêmement sévère. C'est-à-dire qu'une dépendance sévère est déjà il y a 15 minutes entre le réveil et la première cigarette, mais elle, c'était 5 minutes, un paquet par jour. Et parfois, c'est carrément au réveil. Hein. Certains n'attendent même pas les 5 minutes. Réveil. Et donc, j'ai commencé à lui donner du baclofène. Je lui ai donné, mais enfin, il y a un feeling. C'est un addict connaît un addict. Je veux dire, un médecin ne saura pas comment, etc. Je lui ai donné, viser telle date, telle heure, etc. Elle n'a pas ressenti un seul désir, pas une seule pensée depuis, ça fait maintenant 6-7 jours, elle ne fume pas du tout. Et elle est à des doses de baclofène de l'ordre de 110 mg par jour. Les doses de baclofène pour ce qui est du tabac ne sont pas aussi du tout élevées que par exemple pour l'alcool. Je ne sais pas vous dire pourquoi, ça n'a pas d'importance. Est-ce que ce baclofène peut avoir des effets secondaires? Est-ce que ça peut avoir également il peut y avoir des contre-indications médicamenteuses si des gens sont déjà polymédiqués avec énormément de choses contre le diabète, contre l'hypertension, etc. Est-ce qu'ils peuvent prendre de baclofène sans risque? Oui, il n'y a pas de contre-indication médicamenteuse, c'est-à-dire qu'on peut le prendre avec n'importe quoi. On peut le prendre avec repas ou sans repas. Par contre, des effets secondaires, il n'y a pas d'effets secondaires sévères ou en 50 ans, il n'y a pas un mort, ce qui est exceptionnel pour tout médicament. Hein. L'aspirine, il y a des morts tous les jours, le paracétamol aussi, comme le racontait Pascal Gram. Pour tous les médicaments hors homéopathie, il y a des morts tout le temps. Pour celui-ci, on n'a pour l'instant pas répertorié ni de mort, ni d'accident irréversible ou sévère. Il y a même des gens qui ont essayé, 23 cas de patients qui ont essayé de se suicider avec 250 comprimés. On ne sait pas très bien comment on fait pour les absorber, mais en tout cas, c'était en Australie. Ils sont tous sortis vivants sur leurs deux jambes. Donc, se suicider au baclofène, c'est peut-être pas le meilleur. Enfin, c'est pas un bon plan pour ceux qui en ont la motivation. On ne parlera pas de ce que je veux dire, c'est motivation que du suicide. Non, je veux dire, c'est un autre sujet. Oui, aux États-Unis, en Angleterre, du 10-20 Doliprane, et c'est des douleurs atroces, etc. Donc, c'est un médicament tout à fait que les Américains, ceux qui le connaissent vraiment, c'est les neurologues de la côte Est, et en particulier New York aux États-Unis, c'est eux qui m'enseignaient, qui considèrent que c'est moins dangereux qu'un chewing-gum, mais ou pratiquement pas aussi dangereux. Mais le problème est comment vous le faire prescrire. Le mieux serait d'aller voir un généraliste au début pour avoir une dose de base et après pour l'adapter. C'est pas évident parce qu'aucun Français n'a jamais réussi à supprimer une addiction à la cigarette. Alors quand vous dites qu'il faut aller chez un médecin pour se le faire prescrire, n'importe quel généraliste. Tous les médecins peuvent le prescrire pour quelle raison? Même parce qu'aujourd'hui, si on sait que vous êtes régulièrement invité à dispenser des cours sur l'addiction, notamment dans les universités américaines et les plus prestigieuses, que ce soit Harvard, Columbia, etc., également au niveau européen. Comment ça se passe en France? Est-ce que vous êtes bien accueillis? Est-ce qu'on au niveau des universités et au niveau de ce qu'on appelle de la FSAPS également, est-ce que vous avez obtenu l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché? Non, mon combat est qualifié par les experts américains comme le premier combat dans l'histoire qui se situe au AMM. Vous savez, quand vous connaissez l'éclampsie, on donne de la nicardipine hors AMM, et c'est consacré par l'usage depuis des années, elle ne l'obtiendra jamais. On a toutes les raisons de penser que l'AMM ne sera jamais obtenue. Il y a des gens qui luttent. Et pour quelles raisons, en fait? Est-ce que vous pour des raisons de conflit d'intérêt? Bien entendu. Il y a vous savez, donner l'AMM à ce médicament, c'est couler tous les autres. Ils sont en train d'essayer de sortir des médicaments nouveaux qui coûtent cher, qui sont peut-être dangereux. J'ai entendu parler d'études sur le nalméphène, qui est en fait finalement ce qu'on pourrait appeler le concurrent direct du baclofène. Oh là là, sauf que les Américains, ça fait 20 ans qu'il est proposé, les Américains n'en veulent toujours pas parce qu'ils ne savent pas s'il est dangereux à long terme et ils savent qu'il est inefficace. En fait, vous êtes en train de dire qu'on a un médicament dont on connaît l'innocuité, finalement, on sait que ça ne fait aucun mal, ça ne peut faire que du bien dans le cadre pour soigner des addictions, quelles qu'elles soient. Et pourtant, vous êtes quand même parfois
également en conflit, on peut le dire, avec ceux qui ne veulent pas écouter ce message. Non, parce que le bon sens est toujours prévalent. C'est-à-dire que les gens, comme je le disais à Harvard, et comme les gens le savent, ce qui marche, il faut être pragmatique. Hein. C'est-à-dire, vous voyez quelque chose qui marche, vous n'allez pas dire, tiens, on va attendre un essai clinique qui sera... De toute façon, les essais, je les réclame depuis 2004, ils ne sont pas faits, ils ne seront pas faits. Donc, je dis, il ne faut pas rêver. Parce que les essais cliniques, ça coûte beaucoup d'argent ? Non, parce que les essais cliniques, il faut que les laboratoires pharmaceutiques les demandent à la SAPS. Donc, ils ne les demanderont pas pour le baclofène. Il n'y a aucun intérêt. Donc, ils ne l'ont pas fait, ils ne le feront pas. Donc, il n'y aura pas d'AMM. Et donc, ça, c'est le premier combat hors AMM. Si on attend une AMM, c'est comme si on demandait à, je sais pas moi, au président d'un pays qui est contre les droits de l'homme de donner les droits de l'homme. Elle n'existera pas, sauf accident. Ce qu'il faut par contre, c'est encourager les médecins, dire aux médecins, écoutez, vous faites cela de toute façon, comme 80% des médicaments qu'on donne en pédiatrie sont hors AMM. Donc c'est 70% en psychiatrie. Donc je veux dire, il faut arrêter ces histoires d'AMM. La France, à la triste, l'Agence française du médicament est la seule au monde à avoir mentionné cette histoire d'AMM. Aux États-Unis, des gens disent, j'ai traité 300 patients et aucun problème. La Food and Drug ne les embête pas du tout. Donc cette histoire d'AMM est franco-française, c'est une question d'argent et c'est là que je dis qu'il faudrait une intervention véritablement de l'État français, probablement du président de la République, pour qu'il ne sorte la France d'une attitude qui est complètement tout à fait anormale dans le monde et nous donne l'impression d'un pays où tout se passe, enfin d'un pays commercial. C'est une espèce de république bananière du médicament. Et j'aimerais attirer l'attention du président de la République pour qu'il enlève cela. C'est une très mauvaise image. On a les chiffres de la guérison avec le baclofène. Est-ce qu'on sait aujourd'hui dans le monde, à travers le monde, combien de personnes s'en sont sorties ? Non. En France, le Nouvel Observateur a recruté 1500 patients, mais ça c'est 1500 recrutés égale combien non recrutés. Combien le savent, ne le disent pas. Ça c'est en France. Aux États-Unis, on a quelques centaines, milliers déjà maintenant aussi. Si on fait les additions là, au Brésil, au moment où le livre est sorti, il y en a des centaines également. Donc il doit y avoir des milliers, si ce n'est des dizaines de milliers, guéris pas seulement de l'alcool, mais de la cocaïne, de l'héroïne, du cannabis et de la cigarette. Donc les chiffres sont ahurissants. Les gens ne vont pas attendre et puis ne vont pas le crier sur les toits. Vous connaissez la manœuvre de Heimlich, quand quelqu'un étouffe, vous jetez dessus parce qu'il avale du poulet de travers. Vous connaissez ça, vous appuyez c'est le principe du bouchon de champagne, vous sauvez la personne. Ouais. Mais Heimlich est un chirurgien américain, chaque fois qu'il y a une manœuvre d'Heimlich qui se fait dans un restaurant, on ne va pas écrire Heimlich, merci de m'avoir fait. Donc moi, je n'ai pas tous les retours, merci à Mézen de m'avoir sauvé, de je ne sais quoi. Ouais. Il y en a sûrement des milliers, des dizaines de milliers. Comme on vient de l'entendre de la part de Pascal Graham, qui a effectivement après avoir lu votre livre, tout simplement, ce livre, en tout cas, il faut remercier peut-être l'éditeur qui a... Surtout les médias. Et les médias qui ont effectivement parlé de ce phénomène. Parce que c'est vrai que quand on lit ce livre, je répète, Le Dernier Vers, paru chez De Noël, on sent qu'il y a quelque chose de l'ordre du révolutionnaire, de la découverte du prix Nobel, finalement. Peut-être que vous l'aurez un certain jour, en tout cas, vous le méritez bien. Qu'est-ce qu'on en pense au niveau justement scientifique ? On en parle beaucoup, mais je n'aime pas, moi, vous savez, si on se dit on va avoir un prix Nobel, à chaque prix Nobel on maigrit de je ne sais combien de kilos, etc. Et c'est franchement pas mon but. Mes prix Nobel, c'est mes patients. Ouais. Et quand je les vois venir me dire vous m'avez sauvé, etc., ça c'est le prix Nobel. Je ne peux pas attendre une récompense et attendre quoi que ce soit qui n'est pas du tout le but. Moi, je n'ai pas du tout fait ça dans cette optique-là. C'est d'ailleurs quand on est médecin, on soigne les autres, on soigne son prochain avant tout. Exactement. C'est un peu votre philosophie. Tout à fait. Vous avez d'abord, on va conclure, parce qu'on arrive à quelques minutes de la fin de Objectif Santé. Peut-être un mot de conclusion. Quel est peut-être le souvenir que vous avez en tête de cette découverte, peut-être le mot le plus fort que vous ayez reçu, la sensation que vous avez vous-même ressentie? Une libération tout à fait extraordinaire, sans mots, sans chant. C'était pas le gospel qui libérait, mais dans le gospel, il n'y avait pas de libération. Chez les Hébreux, quand la mer Rouge a été ouverte, il n'y avait pas de chant. Il y avait juste le bruit de la mer et le bruit du vent. J'ai ressenti quelque chose comme ça. Je veux dire, je n'ai pas ressenti de chansons, mais je ressentis un bien-être et le bien-être de voir que tous les autres
ressentent. Vous avez peut-être ouvert finalement cette mer rouge à ces patients qui souffrent, qui sont esclaves finalement depuis tellement longtemps de ces addictions. Oui, et que l'on dit esclaves parce que l'addiction veut dire dette à vie, alors que là ils ne le sont plus, donc cette mer rouge est ouverte. Merci infiniment, on va rester sur cette belle image avec vous, professeur Olivier Amezen.